Le sprinkler. Bon, fait Salut que Mathieu. t'enregistres-tu? Salut Mathieu. Je vois pas que c'est. Ah, excuse, oui, c'est parti. Excuse-moi. Je suis sûr que c'est. Salut Mathieu. Salut Rick. C'est un début difficile. Difficile ce soir. On va se rattraper. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. C'est un début difficile, c'est des journées complètement débiles. Ah, c'est débile. On- T'as-tu un on- café, on- toi? Moi, j'ai un café ici, là. OK, on est dans la même situation. Je pense qu'on a un ami avec un café en bas aussi. Salut JR. Salut, Salut les JR. gars, Comment Comment ça vas-tu? va? ça va bien? Ça va bien? Qu'est-ce que tu C'est bois? Jean-René, là, pour les moins Oui, intimes, exact. là. Merci de l'invitation. Très content d'être là. C'est ça ton vrai nom? Jean-René? J'ai Jean-René. jamais su. Non, c'est rare. Tu vois, la première semaine, des fois, mais après ça, JR vient assez vite, effectivement. Ça disparaît. Puis on ne sait Qu'est-ce pas que- trop pourquoi ça disparaît. Probablement que tu le demandes même pas, puis ça devient juste Ouais. naturel. Plus simple. La simplicité volontaire, c'est mon nom. Économise ses lettres. Ah, C'est t'as good bien enough. dit- C'est good enough. je te connais bien, JR, hein, tu le sais, hein? Fait que Ça fait simplicité quelques années. volontaire, j'ai pas tendance à l'associer avec toi. Ah, intéressant. J'ai l'impression que je vais être un peu, tout au long de notre discussion, l'espèce de tampon pour toutes vos. Vous semblez avoir des C'est vrai, anecdotes c'est vrai, faut que je qui fasse datent du attention. passé pour pas que ça dérape trop, là. J'ai l'impression que ça va être moi l'espèce de mur coupe-feu qui va faire en sorte que vous n'allez pas partir sur ouais, une fois en 72. Sois douce. Je fais Hey, ça, exprès, ça là. doit faire, Eric, au moins quasiment une quinzaine d'années, là. 2004. 2004. Ouais. En vois-tu, fait que 17 ans. Wow, Ouch. quand même. Exact. On n'a pas fait le premier. Quand j'étais avec Pixis, mon premier mandat, c'était pas avec toi, par contre. C'était Non. avec Jeff Prou. Ouais. Ouais. On n'a pas notre premier Tu te mandat souviens-tu? ensemble. Ben, mon feeling, c'est quand je suis revenu de mon mandat de Scrum Master de Paris. Ouais. J'avais besoin de moins de chaos pour quelques temps. Et puis, j'ai pris un job de dev avec toi. Le PO s'appelait, te souviens-tu du nom du PO? Tu as son prénom maintenant, là. Il ne faut pas Ouais. m'ajouter de la job à Claude? l'édition. C'est Claude? Avec son cognac à la vanille. Oui, oui, OK, oui, ouais. oui. Moi, vous arrêtez les boys parce que Oui, là, oui, ça oui. va, on va Mais partir dans le c'est drôle, Eric, hein, old-timer, là. quand je repense à. Tu sais, moi, c'était. Bon, j'avais été programmeur dans des équipes Scrum, mes premières expériences agiles, mais 2005 jusqu'à 2008, ce mandat-là, je suis Scrum Master d'une équipe de dev. C'est ma première expérience de Scrum. Puis, Et je dev aussi regarde. en même temps. Et dev aussi, oui, exact. Fait Ouais, que dans ce le temps-là, bon vieux c'était. pattern peut-être du Scrum Master qui est aussi lead dev un peu, là, voyons ça de même, mais on était Ouais. tous des programmeurs seniors, là, ça roulait bien. On automatisait nos tests, on avait du Selenium. Puis on était co-localisés, bien sûr, nous comme équipe, mais co-localisés avec les utilisateurs finaux. Ouais. Quand Puis, même. je pense à ça 17 ans plus tard. Je ne sais pas si j'ai revu un contexte d'équipe Scrum comme celle-là, où le PO, c'était le directeur de ce département-là, puis que les utilisatrices finales, ils étaient à côté de nous autres, on se levait. Manon, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, En même c'était. temps, des lessons learned, hein, parce que notre premier release, il était difficile. Parce que le produit était vraiment bon. On a fait du bon stock, mais Ouais, on n'a pas fait de mais, gestion de changement. oh, Non, exact. mais c'est drôle parce que vous parliez que vous étiez co-localisé avec les utilisateurs. Mais dans ma tête, ils devenaient venir assez seamless ou pas Ouais, loin. Là, on avait une genre de QA Un super user, à là, faire, mettons, là. là, une Ouais. super user QA à faire, ouais, exact, qui faisait un bon travail en arrière de nous. Mais la madame qui travaillait là depuis 30 ans avec des systèmes mainframe vert sur noir, Ouais, tu sais, veux pas, quand tu Ouais. connais bien les shortcuts et tout, ça va vite en temps là, du mainframe. Là. ouais, Quand tu passes à un environnement web, même si c'est juste un clic de bouton maintenant, ouais. Faut c'est que plus tu long. déplaces. Puis fait que, Tu, ouais, c'est qu'on a dû s'ajuster par rapport à ça. Mais une leçon que tu j'ai encore demandais. avec moi aujourd'hui de ça, quand tu veux moderniser un système, hein, on finit toujours par avoir des projets où on modernise des anciens systèmes, Ouais. de vouloir réappliquer l'ancien processus dans le nouveau système. On manque des opportunités de Pas streamliner, pire, de se Ouais. questionner. Surtout aujourd'hui, dans un contexte de transformation digitale, je vois des fois, je vois le piège où les specs du nouveau projet sont ce que faisait l'ancien système. Puis, je trouve qu'on ne se donne pas le. Puis là, tu arrives, tu veux les faire prioriser ça. Ben, tout est essentiel. L'ancien système faisait ça. OK, on va. Et là, de travailler avec des gens, des conseillers vraiment en processus d'affaires. Et c'est là la boucle dans OK, vous pourriez le faire de même, ça pourrait ressembler à ça. Puis là,
le handshaking important là, en conception de produits, là, en tout cas dans un contexte digital comme ça, là, où on essaie de trouver le bon processus avec la bonne solution informatique pour atteindre des cibles. Tu disais tantôt, ça existe ça encore, d'être proche, là, puis d'être hands-on avec le end user. Expérience relativement récente. On était, le client, c'est pas très grave, ou l'organisation où j'étais, c'était La Presse en 2018. On travaillait avec le pupitre, puis ça ne marchait pas. Puis j'ai vu une petite salle de formation à côté du pupitre qui utilisait une fois par mois à peu près là, pour former les pupitreurs. Puis on peut-tu descendre l'équipe dans cette salle-là et être juste à côté de nous autres? Fait que, le PO, notre salle, puis la gang de pupitreurs à côté. Puis savez-vous quoi? Vous allez venir écouter une fois de temps en temps le daily, puis ça se pourrait que pendant le daily, on vous montre de quoi l'écran a de l'air. Oui, c'est un bon cas. C'est un bon cas, ça, Mathieu. Ça devait être trillant de travailler là-dedans parce que là, vous ne faisiez pas juste faire une solution logicielle, là, vous réinventiez le modèle d'affaires de la presse. C'était moins intense un peu parce que c'était pas pour la portion de la tablette. Pour la tablette, il y avait ça, c'est avec la Presse Plus, mais là, c'était l'application mobile. Là, dans ce contexte-là, c'était moins le modèle d'affaires qui était core. Mais oui, c'était quand même très, très cool parce que le développeur qui se demande justement, dans ton anecdote, le processus machin, marche ça encore? Des fois, c'était le lien vers le CRM puis le DAM, là, où il y avait des assets photos, des trucs comme ça. Pourquoi que c'est fait en 8 clics? Le développeur se lève puis il va voir « Hey Joe, qu'est-ce qui se passerait si tu avais la photo à côté du texte et tu faisais clic, clic, ça marche-tu? Let's go, vas-y. » Si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent pseudo-podcast pour ça, c'est du vieux stock, dans le cadre d'Agile Partnership, dans la mezzanine, avec la caméra et le son pourri. Mais quand même, le contenu est excellent. Il y a même des images. C'est du pré-podcast. En couleur puis tout? En couleur puis tout. En couleur, puis tout, ouais. Puis tu peux mettre un VR si tu veux. Ça va rien donner de plus. C'est ça. C'est quoi mes options là, dans le VR, Eric? On sort l'éditeur. Okay. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, il faut quand même parler un peu de coach agile. Ouais. Tu es quand même dis-moi si je ne me trompe pas, là, parce que moi, après toutes ces années, je me suis probablement inventé des histoires. Là. Ça fait encore peur, ça, comme intro. Ah ouais, c'est ça. Le disclaimer est solide. Hein? J'ai appris ça de Mathieu. On est quand même parmi les premiers coachs agiles au Québec. Oh, oui. C'est sûr que ça commençait. Là, on a mis justement le projet qu'on faisait référence, qu'on était ensemble, qu'on était programmeur dans la même équipe Scrum. Le client, après, nous dit pouvez-vous nous aider à faire ça sur d'autres équipes? Puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je deviens coach agile. Puis ce mot-là commence à être un peu plus utilisé sur le marché. Puis il commence à avoir des références. Donc, oui, moi aussi, autour de 2008, là, c'est comme un peu le tipping point peut-être d'une première vague d'agilité. Hein, où, l'agilité commence à rentrer un peu plus en entreprise. On cherche à faire des projets agiles, des projets d'un peu plus d'envergure. Fait que oui, moi aussi, nostalgie là, de l'ancien agile. Je ne sais pas si aujourd'hui, Eric, des fois, me taxe d'être vieil agiliste. Par exemple, dans une certaine forme de résistance, peut-être à passer Kanban entièrement. Là, j'aime Scrum, j'aime les itérations, j'aime être obligé de converger pour livrer quelque chose. Peut-être parce que je suis un procrastinateur anonyme, là, que j'ai comme besoin de deadline. J'ai besoin d'un deadline. Il faut continue, là, ma carte a pu traîner longtemps. Tu avais même fait une conférence à un moment donné, ça mange quoi en hiver, un coach agile? Ouais, exact. Puis c'est drôle, j'ai pensé. Ça mange quoi en hiver? Ça l'a changé ce que ça mangeait, assurément. Hein? C'est intéressant. J'ai goût de... encore une fois, si on fait référence peut-être à une première vague d'agilité, en tout cas, ou moi, peut-être coach d'équipe, hein, plus en proximité des équipes. À l'époque, on était très Scrum XP aussi. Il y avait beaucoup de pratiques d'ingénierie. En tout cas, moi, dans le coaching que je faisais, c'était une préoccupation que j'avais un peu plus. Fait que ça l'enseigne. Hein, dans ces conférences-là, j'essayais aussi de faire la distinction entre coach, puis c'est en lisant le livre de Lisa Atkins aussi, Coaching Agile Team, qu'elle fait un peu la distinction. Fait que moi, je dis tout le temps que je suis avant tout un expert agile avec des outils de coaching dans mon backpack. J'aime assez d'être conscient de ma posture en fonction de ce que
l'équipe ou les gens que j'accompagne ont besoin à ce moment-là. Donc, de teacher, mentor, coach, j'essaie de naviguer dans ces postures-là. Mais at the end of the day, ça aide les individus, les organisations à être plus efficaces, à produire plus de valeur en ayant du plaisir en le faisant. Ça a toujours été... On s'en fout d'efficacité. Efficience qu'on veut. Efficience, il y a beaucoup trop d'efficacité dans les organisations aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, efficience. Et même, moi, ce que j'aime faire de ce temps-ci souvent, c'est j'ai comme un peu un workshop, le gouvernance agile lean. On veut pas de plus en plus, on parle maintenant avec des exécutifs, avec des dirigeants. Mais on parle de performance. Parce que je me dis, OK, ça veut dire quoi être performant aujourd'hui en 2021? Puis si c'est being on time, on budget, on scope, votre définition de performance, peut-être que on time, c'est trop tard, on budget, c'est trop cher. Puis on scope, bonne chance pour que ça ait les impacts que vous pensez que ça va avoir. Fait avec tous les dommages collatéraux. Exact. En plus. Ça coûte cher. Puis tu disais que ça a changé. Qu'est-ce que ça mange en coach agile? Tu as parlé de ce que c'était. C'est plus politique, je pense, aujourd'hui. En tout cas, moi, dans ma pratique, mais pas politique dans le mauvais sens, mais plus le changement organisationnel. Fait que, on dit première vague, peut-être la deuxième vague d'agilité à l'échelle, qui est le sujet qu'on veut discuter aujourd'hui. Puis là, même une troisième vague, peut-être la business agility, l'entreprise agile. Fait que ça questionne encore, ça aide encore, ça gère des conversations intéressantes. Des fois, à place d'aider un QA puis un dev à se comprendre, là, on aide peut-être le VP marketing avec le CIO à s'apercevoir qu'ils ont des objectifs communs. Ils sont pas alignés. Puis ça se rapproche tranquillement pas vite à travers ça de la DO aussi. Là. C'est pour ça tranquillement pas vite, on voit que les sphères commencent à se coller. C'est vraiment des métiers, le coach agile, le conseiller en changement organisationnel, le développement organisationnel, puis les conseillers lean aussi, les conseillers en optimisation de performance ou en amélioration continue. Il y a beaucoup de corps de métier là, qui s'entrecroisent. Ça fait des belles équipes multidisciplinaires. Tu sais, j'ai la chance justement de collaborer avec des gens de DO, des gens de Lean, des gens de Change. C'est le fun d'amener ces corps de métier-là. Parce qu'à un moment donné, la pelletée pour le coach agile, là, elle commence à être lourde. Là, parce que là, agile, tu dis, OK, j'arrête quand? Moi, mon scope de coach agile, il va où, là, lui? C'est infini. C'est infini. J'utilise l'expression des fois conseiller en performance organisationnelle pour essayer de me mixer un peu dans tout ça, là, avec un peu de change, un peu de DO. Hein. Quand on développe du leadership, le change il fait partie intégrale de notre vie depuis toujours. Puis bien sûr, dans le modèle d'organisation du travail agile, donc le fond de coach agile. J'ai régulièrement des bonnes intentions, mais quand même des défis à amener les gens de DO à travailler main dans la main avec nous. Okay. Je ne sais pas, est-ce que tu vis la même chose? Comment tu gères la situation quand il y a des gens de DO dans l'organisation? C'est pas étranger des fois avec peut-être certaines personnes qui exécutent leur métier avec une pensée silo, hein, le fameux effet silo. Fait qu'eux, ils sont dans un département, ils sont dans une spécialité X. Ça peut arriver avec la sécurité, ça peut arriver avec le change, ça peut arriver avec des conseillers Lean. Hein. Il y a des conseillers Lean là, qui nous voyaient arriver, qui nous trouvaient bizarres. Ils nous trouvaient un peu brouillons, ils nous trouvaient pas très méthodiques. Vous mesurez rien, les gars. Bref. Fait que, j'ai eu des clashs, mais en fin de compte, quand on arrive à mettre le doigt sur des gens qui sont collaboratifs puis qu'on essaie d'avoir un alignement sur une vision commune de ce qu'on veut accomplir. J'ai assisté à une dame senior là, de Brio Conseil dernièrement qui invitait la communauté de gestion de changement à se décloisonner, à sortir un peu de leur pattern, de leur façon de faire, aller à la rencontre des autres métiers transformationnels. Fait que à vivre du changement, notamment. Exact. Puis je me suis dit, tiens, nous autres aussi, peut-être des fois, on peut tomber dans le piège, les coachs, d'être entre nous autres, puis de réinventer le monde, puis de penser qu'on a la vérité unique, puis que. Ok, oui. Do agile or die. Là. C'est un peu ce genre de discussion-là qui a été à l'origine de Spark the Change, là, à la base. Là, c'est vrai que qui vient de finir, il y a quoi? Moi, je pense que c'est une des premières fois que c'est quand même un éveil au métier plus de DO puis de change. Le Positive Inquiry, là, je vous ai vu, vous avez rencontré, c'était un des podcasts dernièrement. Ça, c'était une conférence. C'est le nom de la dame déjà. Oui, Laure. C'était vraiment cool, là, la discussion. C'était bien ça.
J'ai eu encore un flash du passé, parce que on parlait de gens qui nous regardaient comme étant un peu brouillons, un peu bizarres. Dans ce temps-là, il y a beaucoup les certifiés PMP. Ouais. Hein, qui nous jugeaient facilement. Fait que moi et JR, on a décidé de faire la formation de 5 jours. Ouais. On était arrivés là, peut-être à se battre. Là. Vraiment, là, on était comme, ah ouais, amène-en. La première chose que le premier prof, un prof différent par jour, un trainer différent par jour, le premier trainer, il dit, si vous êtes en informatique, planifiez pas trop d'avance, vous ne savez pas ce que vous allez faire demain. J'arrive pour me battre. Il est d'accord avec moi. Puis qu'est-ce qu'il dit après? Puis il dit ceux là, dans la salle, là, si vous pensez que chargé de projet, là, ça se passe avec votre chiffrier Excel dans votre bureau, là, 85% de votre job, c'est avec des humains. Fait que là, moi puis Eric, on se regardait. Peut-être qu'on court après la même affaire, finalement. Là, on revient avec notre efficience ou performance, efficacité. Là, effectivement, le mot peut être chargé de efficience. Sauf le dernier. Sauf efficace. J'ai pas dit efficace. Le dernier trainer de la dernière journée, c'est un GP de Hydro-Québec. Oui. Oh. Oui. Lui, je fais critique, il calculait ça sur. Il y avait des lignes dans son Gantt. Mais, mais lui, il devait être obligé d'être plus prévisible dans sa planification par la nature des travaux qu'il faisait. Planifier un barrage ou un changement de transformateur sur une ligne à haute tension qui avait un effet là, sur, je sais pas, le corps de la province. Exact. On sait quand on implique du matériel ou de l'équipement, comme on peut imaginer un projet chez Hydro, là, assurément que ça doit se planifier un peu différent. Mais on a vu quand même les dernières années shifter aussi, essayer de revoir les techniques de projet de construction, par exemple, pour être plus agile, plus adaptable, toujours faire face à l'imprévisible, être capable de pivoter, de toujours être dans une situation où je peux pivoter, je peux m'ajuster, je peux m'adapter. Il y a un mouvement à Paris qui a démarré qui s'appelle BIM, B-I-M. Oui, yes. Ouais. Je mettrai le lien dans la description. Il explore les options, les possibilités, les façons de faire de la construction de façon itérative et incrémentale. Ouais. J'avais assisté à une conférence dans la région de Québec. Vous savez, bon, moi, je suis de Québec. Puis c'est ça l'accent. Là, je comprends. C'est ça l'accent. J'étais à 13 ans de Montréal. Eric a essayé de m'apprendre à parler anglais, mais ça ne fonctionne pas. On fait des jokes. Mais vous savez qu'un des gros chantiers de construction qu'on a eu dans les dernières années, c'est notre fameux amphithéâtre, le centre Vidéotron. Puis c'était drôle, hein, comment c'était assez triangle inversé, ça. Ça va coûter 400 millions, puis ça ne coûtera pas une scène de plus. Faites des choix en avançant. Puis le chargé de projet principal de tout ça, là, vous pouvez imaginer l'envergure de ce chantier-là. Il expliquait ses techniques pour s'ajuster, pivoter. Scrum à tous les matins dans la roulotte de chantier avec tous les sous-contractants. Il avait séparé en plusieurs petits lots à la place d'avoir un gros fournisseur, beaucoup de petits lots qui se synchronisaient. Beaucoup de post-it dans cette roulotte-là. C'était fascinant de l'entendre parler. C'était fort intéressant. C'est quoi le nom de votre équipe de hockey? Je ne me souviens pas. Non, c'est les remparts, malheureusement, Eric. C'est baveux, ça. Moi, j'allais dire, ça serait intéressant. Les Loups à Tombe Bay ont une extraordinaire saison. Il y a un bon tournoi aussi d'habitude d'hockey Pee-Wee, mais cette année, c'est plus rough un peu avec le COVID. Mais ce serait intéressant de voir un reportage de cette organisation-là, justement, du bonhomme qui gérait le projet là, dans la construction de l'amphithéâtre. En fait, ça fait peut-être un beau segway vers... Pardon? Invite-le. Invite-le. Je trouvais le nom, là. T'as dit son nom? Je sais que son nom de famille, c'est Rochette, mais je ne me souviens pas de son premier nom. Pierre Rochette, sûrement. Jean. Non? Jean Rochette. Mets 2 piastres sur Jean. Je sais pas. Mais en fait, on explore tranquillement pas vite, puis on dit qu'on est parti, là, l'agilité, là, vous étiez deux des derniers des Mohicans, là, avec une petite gang en 2004, puis bon, ça a grossi, puis là, c'est applicable, projet de construction, etc. Tu sais, l'agilité est passée, en fait, de quelque chose de la bébite bizarre, tu sais, vous faisiez rire de vous autres, etc. Puis là, c'est un peu par défaut, on va faire de l'agilité, particulièrement en développement logiciel, puis là, c'est sûr, tu sais, l'ancien Hydro-Québec, mais tu sais, tous les gros de ce monde, si tu ne fais pas les projets, ils vont dire en agile ou en mode agile, c'est le mot qui ressort souvent. Bon, tu n'existes pas là, comme CTO là, aujourd'hui au Québec si tu ne dis pas « Ouais, moi j'ai ma gang qui sont en mode agile. » On arrive là, tranquillement. Peut-être une affaire qui a changé, puis la pandémie a donné un coup de gaz à ça. Hein. On a toujours positionné l'agile comme étant une façon de dealer avec la complexité, de s'ajuster dans un environnement turbulent, de pouvoir s'ajuster en avançant. Puis
aujourd'hui, tu sais, quand tu as un premier ministre qui dit, écoute, on prend telle décision aujourd'hui, on ne sait pas demain ça va ressembler à quoi, on redéfait des décisions, la population s'enflamme. Il mentionne même le mot agile souvent. Là. Il dit on va être agile, on va essayer d'être agile, on va. Puis, c'est comme si l'agile avait repris pour moi un peu ses lettres de noblesse. On sait que ce n'est pas nécessairement une fin en soi. Aujourd'hui, c'est un moyen pour arriver à des éléments de performance. Mais aujourd'hui, une organisation, ça devient un attribut, une capacité organisationnelle hyper importante. Cette capacité-là de pivoter puis de s'ajuster. Puis le rate of change, il n'ira pas en diminuant. Je veux dire, la disruption est présente. Encore une fois, la pandémie en a donné un autre coup de barre. Là. Je veux dire, je ne sais pas, mettons, moi à Québec, on parle de disruption de modèle d'affaires. Je peux avoir des employés qui décident qui appliquent sur un poste à Toronto. Dans un marché, vous pouvez imaginer que, mettons, les salaires à Toronto et les salaires à Québec. Ça se peut que tu sois moins concurrentiel. Peut-être. Ça se peut que tu aies de la misère à suivre. Peut-être. Ouais. Peut-être. Fait que, c'est la disruption... c'est pas à Seattle ou à Cupertino, tu sais. Oui, exact. Fait que la disruption est vraie. Puis, tu sais, même, je la sentais, mais là, je pense que tout le monde, les exécutifs en premier lieu, puis ils recherchent toute cette capacité-là de s'ajuster. Puis ils le mentionnent. Avant, tu lui disais, pourquoi, monsieur le vice-président, vous voulez être agile? Vitesse, proximité, TI, affaires. Peu d'impris, exact. moins cher. Pouvoir m'adapter, pour pouvoir changer de direction. Le time to market aussi beaucoup, mais de pouvoir changer de direction de plus en plus devient quelque chose de bien important pour les dirigeants d'organisation. Fait qu'après, ben, on dit OK, si vous voulez ça, ben, on va commencer à mesurer ça. Puis, on va commencer à organiser le travail d'une certaine façon pour que ça puisse permettre ça. Mais changer de direction, là, tu sais. Mettons, moi, là, je décide que je veux manger du poulet, finalement, je me colle une pizza. J'ai changé d'idée moi-même. Après ça, mettons, je fais ça avec ma conjointe. Après ça, je fais ça avec la famille. On fait ça, on est une trentaine, mettons, puis on poulet, pizza, finalement. Et là arrive le scale, c'est-à-dire qu'une organisation qui veut pivoter, qui veut s'ajuster. Donc, comment tu veux réaligner tout le monde de façon fluide, sans perdre le focus sa valeur, en continuant d'innover, en gardant tes gens mobilisés, engagés, heureux. Un beau défi. Puis, mettons que c'est ça, je suis, CIO d'une shop d'assurance à Québec. Il y en a une couple, là, fait que on ne peut pas savoir laquelle. Là. Puis je fais Hey, JR, c'est cool, là, je viens d'écouter ton podcast. Ouais, moi j'ai besoin de ça, là, pivoter. Là, puis je vais avoir besoin de pivoter fréquemment. Je ne sais pas ce qui s'en vient dans l'avenir. La pandémie va-tu continuer? Notre premier meeting, là, il se passe comment? Comment tu m'approches? Premier meeting. Ouais, on va prendre un café. Là, c'est ça qu'on parle de pourquoi assez rapidement. Je veux comprendre ses intentions, je veux comprendre il cherche quoi, je veux comprendre qu'est-ce qui l'inquiète de sa situation actuelle. Pourquoi il pense que ce qu'il cherche à accomplir, il n'est pas capable de le faire dans le modèle organisationnel courant. Je vais essayer de voir aussi s'il est conscient de l'impact que ça peut avoir. S'il y a déjà en tête certaines stratégies, certains éléments de plan. Ce que ça veut dire le mot agile pour lui. Bref, j'essaie d'établir une certaine connexion là, pour qu'on déjà amorcer un processus où on parle le même langage. De quel agile on parle? C'est tough aujourd'hui, là. Mais de quel agile on parle, monsieur le client? Tu l'as dit brièvement tantôt. Est-ce que Business Agility, c'est quelque chose qui a de l'ampleur à Québec ces jours-ci? À Montréal, on l'entend à tous les deux mots. Oui, puis je pense, c'est sûr que nous, on a de l'assurance, comme Mathieu disait, on a du gouvernemental, peut-être des industries qui sont peut-être moins enclins à une certaine disruption, quoique là, les assureurs commencent à le vivre de plus en plus. Fait que leur besoin leur besoin d'être une entreprise agile, surtout une entreprise digitale, puis ça aussi, ça commence à se mélanger. Là. Je suis en transformation agile, je suis en transformation digitale. Tu es en transformation, man. et ça, pour le on veut livrer de la valeur différemment. Excusez les gars, j'ai barqué. Je disais, on veut livrer de la valeur différemment. Mais on veut devenir... La business agility, c'est que je veux aussi que mes opérations soient plus agiles. Ça veut dire que je veux que mes services soient agiles. Fait que là, la customer centricity, la proximité client, l'expérience client qu'on va offrir, l'expérience employée qu'on offre à nos employés. Fait que tout ça doit gagner en agilité. Là. Oui, on parlait de CX avec JF Crew justement l'autre fois.
Fait que, tu vas aller au-delà de l'expérience avec l'application, mais tout le cheminement avant de se rendre au produit et le cheminement après. Une fois que tu l'as. Puis là, rajoute du data analytique en fin de piste pour réinjecter de l'apprentissage qu'on a appris, puis qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Fait que là, tu as ta loupe. Tu as ta loupe de transformation digitale, de business agility. Tout ce qui est AI. Exact, ça va changer tellement. Et le VR. Toujours. On vient de revenir au VR. Moi, je suis toujours avec le mode, le mode spécial Eric. Juste que les auditeurs peuvent se faire l'image mentale. L'image qu'ils veulent, exact. C'est quoi spécial Eric? Puis, ce que j'entends beaucoup dans le genre de conversation qu'on simulait, que tu disais sur le pourquoi, quel genre d'agilité tu veux, etc., c'est j'ai mes opérations, j'ai mes projets, j'ai mes trucs qui roulent en tant que CIO, puis là, je vais faire une transformation. On parle de transformation numérique, on parle de transformation agile, un heureux mélange de tout ça. Ouais. Puis là, on amène souvent l'image, il va falloir changer le moteur d'avion pendant qu'il vole, puis ou changer de roue du char pendant qu'il roule. Puis exact. On dirait qu'elle me fait faire un peu de l'urticaire, ce genre mais c'est tellement vrai, Mathieu, parce que show must go on. Ça veut dire que tu ne peux pas arrêter le temps 2 ans, te transformer puis repartir la machine. Là. Parce que 2 ans, aujourd'hui, c'est une éternité. Donc, il faut aussi que tu cibles. Ça, c'est des conversations que j'ai souvent. C'est-à-dire, on va cibler aussi un peu tes investissements en accompagnement agile ou en formation. C'est-à-dire que si je regarde, moi, l'ensemble, mettons, de tes chaînes de valeur, de tes produits, de tes services, y a-t-il une zone? Là? Fait que moi, c'est là que je cours après ta zone innovation, transformation digitale, ta ligne d'affaires qui se fait plus disrupter. Oui, exact. Pour dire, OK, on va aller là où ça fait mal, là où ça rapporte aussi, d'optimiser les façons de faire. Parce que tu ne peux pas, une phrase, on dit, fait qu'il y a 2 phrases que je trouve, là, tu peux pas, il faut que tu rénoves le Boeing pendant que tu es en plein vol, puis tu ne peux pas faire bouillir l'océan. De ce temps-ci, je suis beaucoup sur. Parce que c'est ça, le CIO, puis là, peut-être que j'aurais dit au CIO aussi, tes partners sont-ils avec toi, là? Parce que ça ne sera pas une transformation TI, là. J'ai fait exprès de dire CIO parce que c'est souvent le premier qui est dans sa Tu peux avoir un bon leadership là-dedans, monsieur le CIO. Ça peut être toi qui amène autour de la table, dire, hey gang, la place, on sait la place du logiciel, là. Une BMW coûte plus cher en logiciel qu'en tout autre matériel. Là, fait que la place du logiciel, fait que la place du CIO, le CIO n'est plus un poste de dépense là, à quelque part. Puis les CXO au golf, ils font des farces. Oh, comment ça t'a coûté en TI toi l'année passée? Il faut que le CIO fasse partie de la conversation de la transformation digitale. Et pour ça, il faut que son usine de livraison de solutions le digital, il faut qu'elle soit sur la coche. Pour pouvoir se démarquer dans ce monde-là qu'on est aujourd'hui. Fait que, first thing, appelle tes partners, parle-en à ton boss. Ça va être une ride qu'on va faire ensemble. Tu dis chaîne de valeur, man? Ça veut dire quoi? Oui. Chaîne de valeur. L'ensemble des étapes qui permettent la production d'une solution digitale, donc de son idéation à son opérationnalisation. Fait que cette chaîne de valeur-là que je parle. Bien sûr, il y a plusieurs chaînes de valeur dans une organisation, mais là, la chaîne de valeur du développement de logiciels ou de solutions digitales. J'essaie de dire solution digitale, des fois logiciel, les gens, ça les réduit, ça ramène OK, c'est un truc de TI, c'est un truc de programmeur. Je dis, une solution digitale. Je dis même pas digital aujourd'hui, bien sûr, ça solution. Oui, solution, absolument. C'est là que tu vas chercher justement les opérations après, les expériences utilisateurs avant, etc. Surtout avec le nouveau Scrum Guide. Il n'y a aucune allusion au logiciel. Exact. Ils ont abstrait tous les concepts. Là. Mais c'est si je regarde, ça aussi, j'ai l'impression que ça reprend peut-être sa place un peu. C'est-à-dire, quand je regarde, mettons, je suis CEO, je regarde l'ensemble de mes processus opérationnels dans mon organisation. Les processus de développement logiciel, ils sont le moteur de mon engine. Là. Puis comme je dis, si ma machine à produire de logiciel n'est pas sharp, je vais bien pas avoir le meilleur centre d'appel pour recevoir les plans de clients. Oui, la théorie des contraintes. Exact. Puis dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'assurance, le domaine bancaire, le domaine de l'automobile, dans plein de domaines. Tout. Puis là, j'essaie de ne pas être chauvin parce que bon, comme ancien programmeur, c'est notre domaine, c'est notre milieu. On a toujours cru que la technologie, on a peut-être eu tout ce petit rêve de petit cul-là de changer le monde avec la technologie. Mais là on est dedans, là. On est dedans big time.
Puis une fois que, c'est ça, on a eu notre premier chat, cool, on s'est aligné, j'étais allé me chercher mes amis C-level. Là, puis, On dirait vraiment une entrevue pour une job. excuse-moi, c'est pas de même que je vais transformer ça. 3 qualités, 3 défauts, JR. Ouais, je t'arrête tout de suite, Mathieu, j'ai malheureusement pas le temps. En prendre un autre. Tu viens de stopper mon flow, Eric, ma chaîne de valeur vient de me tomber. Mais en fait, ce que je veux dire, tu sais, après ça, là, OK, cool, on kickstart ça, là, puis on se dit, la transformation, il faut la changer, la roue. J'embarque, là, on va te changer les 4 roues puis le différentiel, puis m'en faire un char électrique. Ça passe par appeler ça diagnostic, prise de corps. Mais à l'échelle organisationnelle, le mot diagnostic n'est peut-être pas trop. Encore une fois, il ne faut pas se partir dans un big design upfront, big transformational design upfront, mais ça nous prend un minimum de compréhension du contexte puis de comment le travail est organisé. Moi je vais regarder beaucoup, OK, ta façon de travailler maintenant, ça a l'air de quoi? C'est rare les organisations qui n'ont aucune expérience agile, aussi t'es où en agile? Puis en fait, la plupart des organisations ont un 5-6 ans d'agilité, d'équipe, ont fait des projets agiles, mais le tipping point de l'agilité à l'échelle, le modèle de gouvernance plus en mode produit et d'amorcer un certain délestage du modèle projet. C'est ce qui me semble de ma perspective, là, le nœud, le cœur des préoccupations aujourd'hui des clients que je rencontre. C'est-à-dire qu'ils ont tous un... Tu me fais penser, dans le temps, agile, c'est quoi? Show me, I don't know. Je ne sais pas c'est quoi. Puis des fois, on allait voir des clients, ils disaient, vous êtes pas mal agile déjà, c'est pas mal cool. Vous n'avez pas les étiquettes, là, mais ça va bien. Dans d'autres cas, c'est le bordel total. Aujourd'hui, le défi que j'ai, c'est que nous sommes rendus à l'agilité. Pourquoi changer? Pourquoi aller vers l'étape B comme nous sommes déjà à l'étape B? On nous a dit que nous étions agiles. Ce n'est pas le cas du tout. Moi, je réponds, là, je rentre sur l'analogie des vagues, puis là, je monte la chaîne de valeur au complet. Ça veut dire, tu as des belles équipes agiles, à la limite, tu fais des projets agiles, le upstream de tes projets, il est brisé, tu ne fais pas les bons projets, c'est trop long, partir des dossiers d'affaires, ça angoisse tout le monde, personne ne se met dans l'action, il n'y a pas d'innovation, 3 paires de ceintures, de bretelles, etc. avant de partir, puis la sortie peut avoir le même problème aussi. Ça veut dire que je fais des beaux projets agiles, c'est là, c'est déployé peut-être pas de la bonne façon. Là, on ne reçoit pas le feedback de ce qu'on a déployé. Fait que je vois des clients qui optimisent. Ils optimisent comme une certaine partie de leur réalisation. Je pourrais lui dire, si vous continuez d'être encore meilleur en Scrum, vous faites juste de l'optimisation locale. Vous n'êtes pas en train de voir le big picture puis d'aider votre organisation au total à atteindre ses objectifs d'affaires. Qui pourrait potentiellement pénaliser le système. Oui. D'ailleurs, une des contraintes, vous savez, on a aussi dans le bon vieux temps, on a toujours dealé avec une résistance d'en haut. C'était un mouvement qui était très organique, qui était très bottom-up de faire de l'agile. Puis là, ça a commencé. Le chargé de projet n'embarquait pas. Là, à un moment donné, le chargé de projet-là, lui, il est dans le game. Ça, il tente au bout. Son directeur de projet, ça commence. Le directeur de projet est dans le game. Là, le VP est pas fait. Il y a toujours quelqu'un. Tu peux pas creuser par en haut, tu ne vois pas le bout de ce que. Puis ce qui est intéressant. On les aime pareil. Ben oui, ça fait partie de notre métier. Puis maintenant qu'on a un soutien beaucoup plus top-down, on voit de la résistance d'équipes. Justement, peut-être des équipes qui s'étaient trouvées une zone d'agilité, un peu dans le bulle, dans le monde. Moi, je suis agile, mon PO, mes affaires. Puis ils ne se voient pas. Ils se voient pas sur la chaîne de valeur au complet. Il manque un peu de vue systémique. Puis des fois, on vient faire de l'agilité à l'échelle. On vient un peu bardasser leur agilité à eux pour gagner en agilité au collectif. Ça se peut qu'eux perdent en agilité dans leur équipe. Fait que ça, je vois de la résistance aussi. Il faut s'occuper bien des fois des équipes qui ont, mettons, un 5-6 ans d'agilité. Puis là, OK, attends, là, tu me parles d'agilité à l'échelle. What's in it for me? Hein? Moi, j'étais bien, là. Je faisais mes affaires. Ce que ça m'amène là-dedans, dans le contexte que tu mets, c'est la mince ligne où le besoin, mettons, standardisation là, pour le greater good. Là, ça peut être très strict avec des pratiques, des fois, moi, me plaisent moins. Là, peu importe, on va être obligé de tout synchroniser ou pas, nos sprints, tous les points ou les mythes. Là. Non, mais je ne dis pas que c'est bien ou pas. Mais franchement, qui encouragerait que toutes les valeurs de points de complexité soient égales d'une équipe à l'autre? Franchement. Quelqu'un qui, dans son paradigme, cherche justement
à gagner en efficacité, en efficience par la standardisation. C'est un modèle, c'est un paradigme, c'est un réflexe de gestion qui est fort, celui-là. C'est-à-dire, si on a bien optimisé nos façons de faire, si les gens les maîtrisent bien, puis tout le monde est en contrôle de ce qu'il y a à faire, on est bon. Mais moi, j'aime bien, si la journée que vous êtes en contrôle de vos processus, là, c'est parce que vous allez plus assez vite. C'est la citation de Mario Andretti. Là. Si je ne dérape pas, je vais passer vite. Moi, je me plus souvent à dire je suis capable de faire un tour du circuit Gilles Villeneuve avec ma Fit 2017. Aucun. À 60 km/h, probablement que c'est top. Exact. Mais en si tu passes à 300, ça se peut que j'ai de la misère. Si tu passes une FinTech à côté de toi à 320. Ouais, dans le trou. Je reviens juste sur mon aspect de standardisation, mais je pense que c'est là que c'est la mince ligne qui est difficile à faire quand on veut. On va aller chercher le greater good ou quelque chose comme ça. Puis la petite équipe, là, le village gaulois qui se trouvait bien agile, qui est peut-être dans les faits très, très bon. Là, c'est une belle équipe qui livre des belles choses. Mais les disturbés, eux autres, juste assez pour que ça fitte dans le schéma plus gros, sans perdre tout ce qu'ils ont bâti. Et là, tu joues, là, c'est pratiquement une intervention chirurgicale. Là. Tu changes le cœur du patient. Puis ça, c'en est risqué, là. C'est très risqué. Une entité locale a décidé d'optimiser ses processus. Et puis, oui, il y a des instances ailleurs qui ont décidé autrement. Oui, ça se peut qu'on augmente, ça se peut que la FIT devienne une Tesla, mais les gens ne veulent plus conduire. C'est ça le risque que je vois beaucoup ces jours-ci. On veut que le changement émerge, d'où le changement est requis, et puis que les gens ne résistent pas au changement. Les gens résistent à la façon que le changement est imposé. Donc, comment trouver l'équilibre de créer un système fluide, le flow, les value chain et tout le restant, et en laissant comment dire? L'assez d'auto-organisation, d'empowerment, d'ajustement au contexte. Écoute, en leur révélant le contexte, en leur montrant sur quelle value chain ils se retrouvent. C'est vraiment de feeling. C'est vraiment de feeling. Puis peut-être, si je hook sur la question initiale, c'est quoi ça mange un coach agile en hiver? Là, ça gère des trade-offs, en fait. C'est toujours une question de trade-off. Pour moi, ça a toujours été une question de trade-off. Agile, ce n'est pas une switch on-off, c'est un dimmer. Il y a des organisations qui ont besoin de mettre la lumière dans le fond. Il y a des organisations qui n'y arriveraient pas parce que c'est ça qui est dans le feeling aussi. C'est comme si tu ne veux pas les casser en deux. On a toujours dit qu'Éric, un coach mort, c'est un coach qui ne sert à rien. Fait que ça, on a tous vécu où on a peut-être des fois poussé un peu trop la machine, la conversation. OK, lui, et là qu'est-ce qui vient quand tu dépasses la fine ligne? Tu es puriste, tu ne comprends pas notre contexte. Fait que là, c'est ça qui va arriver dans ce temps-là. D'où pourquoi j'aime la posture de coach. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, man? Demain matin, là, tu veux faire quoi? Là? Parfait. Je vais t'aider à atteindre ton objectif. Quand du ton, je parle l'individu, l'équipe, l'organisation. Arriver en expert. Mais moi, comme je dis, si tu viens de mort en pleurant puis tu es en position fétale, bon, OK, parfait, on va mettre de quoi en place. Là. Je l'ai fait aujourd'hui. C'est correct. Puis des fois, même le sentiment d'accomplissement est quand même cool. Je me sens assez valorisé là-dedans. Mais en même temps, je suis convaincu que la moitié de l'équipe, c'est comme fait chier. Où est-ce que je me permets, moi, je pense, la posture d'expert, c'est que ça reste qu'il nous engage aussi pour avoir des réponses, des orientations, des pistes de solutions. On reste l'expert. Moi, je rencontre un client. Le client, ça ne fait pas 17 ans qu'il fait de l'agile. Tu comprends? Ce n'est pas ça son métier, lui. Puis il n'a pas vu 25 organisations différentes de tout type d'industrie. Fait que lui, il regarde son problème. Il dit, moi, je pense, je suis assez convaincu qu'il faut que je gagne en agilité. Je comprends une couple de patentes. Voici comment ça marche aujourd'hui. Donne-moi ton avis d'expert. Puis la vie va inclure un buffet de possibilités. Exact. Et peut-être avec une recommandation. Exact. Et peut-être moi, si j'étais dans ta chaise, voici ce que moi je fais. Ma première question, c'est as-tu demandé à l'équipe?
Ton département X, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé dernièrement? Ouais. Ils n'ont rien dit, ils sont perdus. OK, mais est-ce qu'ils ont l'espace? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont l'option de se tromper un petit peu pour s'ajuster? T'as peur, je vais aller leur demander. Et ça, c'est tough aussi. Fait que là, il faut créer des espaces aussi multidisciplinaires d'échange. Tu demandes à l'équipe. Parce que si je demande à l'équipe de sécurité, vous autres, votre agile, c'est quoi? Ils vont donner la réponse de leur perspective à eux. Si je demande au bureau de projet, votre agile, vous autres, ben, les autres, ils vont la mettre de leur perspective à eux. Si je demande au fait que c'est pas si simple. On revient encore dans cet équilibre-là. Peut-être, Mathieu, tu faisais partie où, effectivement, dans le collectif, à un moment donné, il y a des décisions qui ont été prises qu'il y en a un qui dit, ben, moi, what about my needs? Est-ce que moi, j'ai été consulté? Je dis, ben, mais on consulte le plus de monde qu'on peut, on essaie de vous engager, on essaie de mettre le pourquoi, mais oui, une fois de temps en temps, on dit, malheureusement, chère équipe, tu vas te présenter dans telle salle pour te synchroniser avec tes collègues. Oui, avec les conséquences de ça. Exact. Avec tout le change management que ça prend pour qu'ils comprennent le pourquoi et qu'ils ne checkent pas out. Absolument. Là, ça revient dans le trade-off. Des fois, les conséquences vont peut-être être grandes ou pas. J'aime bien. C'est de les avoir anticipées et d'être capable de les suivre et de les gérer, ces conséquences. Il peut même y avoir de l'agilité à même les conséquences qui peuvent arriver. Là, faire des petits pas, des petits essais. Parce c'est de voir. Il y a plein de modèles d'interaction avec les équipes. Là, je dis, bon, viens te synchroniser avec nous. Mais bon, toi, comme la façon que tu rends ton service, si tu n'es pas un bloquant, jamais. Si ton service il se rend de façon fluide. Maintenant, technologiquement, si tu peux le faire un peu en mode as a service, si on est capable de consommer ton service un peu dans un modèle où je n'ai pas à mettre mon post-it dans ton backlog puis attendre, espérer que ce soit mon tour un jour. On dirait que tu es en train de cruiser ta blonde. Là. Je peux te mettre mon post-it dans ton backlog. J'ai des images de Saint-Jérôme, moi, là. Si j'étais célibataire, je pense que j'essaierais celle-là. Je ne suis pas sûr que ça... Tu peux te mettre mon post-it dans ton backlog. Si tu n'as pas d'autres questions d'entrevue, Mathieu, moi, j'en aurais une pour nous amener complètement ailleurs, si tu veux. Vas-y. Mais moi, je reste collé au post-it sur le backlog. Là. OK, on est des rebelles d'agilité. Les trois, là, vraiment, là, fuck it. OK. Donc, on approche notre retraite, on a du fuck you money, on a parlé en long et en large. OK, peut-être pas Mathieu, mais. Un peu. J'ai 4 enfants, toi, t'en as 3. Moi, j'ai une fille de 22 ans qui est autonome. Ouais. OK. Fait qu'il y a juste toi qui a un bon compte en banque appréciable, Eric. On comprend pourquoi c'est toi le rebelle de la gang. Non, ça se peut. Hein? Ça se peut. Le client dit, c'est une grosse corpo, là. Le client dit, je veux scaler, je veux qu'on m'installe un scaling framework. Bam! Puis nous, on est des rebelles, puis on dit, non. On dit, tu dois descaler ton organisation. Tu dois décomplexifier les choses. Le scaling de bidule, truc, muche, ça va juste patcher des dysfonctions existantes, va juste vous éloigner du client, va juste créer des frustrations auprès des équipes qu'eux veulent eux-mêmes provoquer du changement. Ça fait quelques années qu'on entend parler de descaling avec pas beaucoup de résultats, selon moi. C'est parce que c'est tough. Tu as deux dimensions dans le descaling. Fait que, pour moi, puis moi, je vais avoir l'approche que encore une fois, si je suis obligé de synchroniser 100 personnes ensemble à toutes les 10 semaines pour se garder alignés, ben, je vais dire, on va le faire, on va le rendre visible. On va les rendre visibles, tes dépendances. On va voir à quel point chaque morceau, là, on va essayer de le visualiser, ton spaghetti. On va se poser des questions. Lequel de ces lignes-là je peux découpler? Lesquelles que je peux me passer? Fait que là, tu vas te taper ta structure organisationnelle, tu vas te taper la surspécialisation des gens. Fait que moi, je ne peux pas... mes programmeurs COBOL ne deviendront pas des programmeurs Java demain matin. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas comme ça. Tu vas taper la complexité de la chaîne de valeur aussi. Ça veut dire qu'à the end of the day, une chaîne de valeur complète, ça prend plus que 6 à 8 personnes. C'est sûr que moi, ce qui est écrit en arrière de toi, la première règle du scaling, si tu es capable de former une équipe produit multidisciplinaire qui est alimentée en continu avec son PO puis qui livre la valeur de façon constante, bravo. Et si ce n'est pas aujourd'hui,
si ce n'est pas aujourd'hui, au moins rester vigilant, toujours à l'aguet, pour pouvoir transformer, le mot transformer. Exact. Donc oui, peut-être patcher aujourd'hui, mais avec une vision claire de notre but est de. Exactement. Et de devenir des entités autonomes, synchronisées qui livrent chacune d'entre elles de la valeur. Fait que là, on va les rendre visibles. Ça va être notre backlog transformationnel. Comme au début, quand on disait l'équipe Scrum, hein, les premières équipes Scrum, on lui disait faut que tu mettes un logiciel en prod à tous les 30 jours. Tout le monde tombait sans connaissance. Fait que là, dire, OK, je ne suis pas outillé pour faire ça en pratique d'ingénierie, en skill set, etc. Donc, je ne peux pas faire de Scrum. Non. On va commencer à faire du Scrum, on va le rendre visible. Puis le monde disait, Jean-René, c'est quoi les trade-offs que tu es en train de faire? Dire, OK, il y a des affaires qui se passent en amont du sprint. Il y a une phase de test. On n'est pas tout à fait done dans le sprint. On est done le sprint d'après. Fait on faisait des trade-offs. Des sprints d'architecture. Trouver une zone exacte pour ne pas péter le client. Fait que, moi, le client dit tout. Je veux te passer d'un big architecture upfront à quelque chose de plus light, de plus en collaboration avec les équipes, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. On va partir à quelque part, puis effectivement, on va cheminer. Puis des fois, le end state, il ne sera peut-être pas dans notre zone rebelle, Eric, des fois. Des fois, je parle de l'organisation, mais on trouve sa zone. Enough. Je suis enough agile for now. Je suis comme... Le mot important dans ta phrase, c'est for now. Dans le contexte, dans l'aquarium dans lequel l'entreprise baigne. Exact. Je t'ai soufflé, je suis plus capable de briser mes dépendances, me restructurer, me réorganiser. Pour maintenant, m'a passé 6 mois agile comme ça. Puis tu sais, les parcs applicatifs là, sont vieillissants, sont désuets, il y a de la dette technologique là-dedans, sont architecturés d'un pain, sont patchés. C'est tough, ça aussi, moi, je trouve Parce que moi, c'est ça que je frappe souvent. Avec moi, j'arrive, je dis, OK, comment ça qu'on n'est pas capable de ramener ça à des petits trains, là, des trains légers, des équipes d'équipes, mais très... beaucoup plus simple. Hein? Je veux la briser, la complexité, moi, comme vous autres. Puis là, je vois qu'il y a le genre de gros système de mission pogné dans un pain que tout le monde utilise. Bon, OK, qu'est-ce que je fais avec eux autres? Est-ce que j'ai ce skill-là dans toutes les équipes? Est-ce que j'ai cette équipe-là? Parce que mais si j'envoie le skill partout, je suis pas outillé là, en branching puis en test pour que toutes les équipes ping sur le même système puis qu'on déploie en même temps. Ça marchera, ça n'arrivera pas, Jean-René. Bon, OK, ça n'arrivera pas. Es-tu en mandat chez CN, toi? Tu parles de train? Il est des trains. Toutes les grandes entreprises, je pense, font face aux mêmes aussi crises de désuétude ou de dette de leur parc applicatif. Et at the end of the day, c'est commence à être ça qui freine leur agilité. Parce que même là, mettons que l'agilité, le modèle de gouvernance, le mindset a shifté, la culture est là, les processus sont en place. Christy, j'arrive dans des vieux systèmes qui sont coûteux, qui sont difficiles à maintenir. Puis, C'est sûr qu'il y a des cas extrêmes, c'est certain. Il y a des cas par contre qui ne sont pas aussi extrêmes. Il y a des opportunités d'évolution dans les différents rôles. Oui, le développeur COBOL, c'est avec une certaine curiosité, pourrait peut-être explorer d'autres rôles. Si on décommissionne le COBOL et on va ailleurs, c'est possible. On l'a vu. On a vu des programmeurs RPG sur du AS400 passer à du Java. Oui, c'était des classes de 3 km de long, mais ça, on n'en parle pas. Mais c'est long. Vous voyez que ce processus-là, puis encore une fois, j'ai des organisations qui ont plus de dettes accumulées que d'autres, en connaissances, en architecture, en modèle de travail, en mindset. Fait que c'est long, là. C'est-à-dire comment je fais pour les faire prendre le swing? Mais comment rester vigilant par rapport à ça? Parce que comme moi, je suis confronté aujourd'hui, c'est de l'installation de choses qui permettent de maintenir le statu quo. Ouais. Donc, on a compensé pour les dépendances entre les spécialisations, entre toutes sortes de choses. Et puis oui, on a mis des whatever les noms, là. Je n'entrerai pas dans les noms spécifiques. Gérer les dépendances. On s'assurer de gérer le mieux possible, essentiellement. Entre autres, OK, avec la gestion de portfolio en haut, puis ça décolle vers le bas et ainsi de suite. Et qu'on voit qu'il y a des opportunités. Dans notre fin fond, on sait qu'il y a des opportunités de migrer vers autre chose, vers un descaling, for lack of a better word. Comment on peut accompagner l'organisation? Comment l'organisation peut rester vigilante à dire, oui, aujourd'hui, on a mis ça en place parce qu'il faut que l'avion vole, il faut qu'on continue à livrer la marchandise, mais qu'on sait clairement que la FinTech, elle va nous dépasser dans pas long. Puis de rester vigilant, de transformer l'installation initiale d'un scaling framework.
Ben, moi, ce que je travaille beaucoup, depuis que je fais plus des déploiements d'agilité d'envergure, des transformations organisationnelles agiles, là, je dirais que 2014, c'est peut-être mon premier mandat de ce type-là d'envergure, parce qu'il y a une bonne grosse équipe de coachs qui se déploie, puis ça impacte en dehors des TI, puis les ressources humaines sont impliquées, puis bon, etc. Ben là, c'est de dire comment que ce programme-là de déploiement de l'agilité ou d'évolution vers de l'agilité organisationnelle, comment que ce programme-là est géré au sein d'Agile. Ça veut dire comment que j'ai un comité vision, une équipe multisectorielle, les RH, le CIO, ou mettons, dans la TI, là, les gens du développement, les gens de l'infrastructure, quelqu'un des finances autour de la table, les gens d'affaires. Puis dire, OK, ça, c'est notre vision. On s'en vient de la première rencontre que vous m'avez dit tantôt, Mathieu. Ça, c'est notre vision. Ça, c'est pourquoi qu'on le fait. Comment on va se mesurer par rapport à ça? C'est quoi qui va bouger comme indicateur de performance si on gagne en agilité? C'est quoi la stratégie initiale? Ben là, il faut créer il faut s'organiser le travail autour des value streams. Aujourd'hui, vous êtes pogné d'un pain. Je pense que ça amène des planifications à l'échelle peut-être un peu plus lourdes. Mais regardez, dans ce secteur-là, eux autres, ils n'en ont pas besoin de ça. Donc déjà, j'ai toujours été très discipline agile, moi. Choose your way of working ou context count, avec choice is good. Scotch Ambré. Scotch Ambré, qu'on avait daté ensemble, Eric. C'est folle virée à Toronto. Mais, d'entrée de jeu, quand tu as dit, ben, tu sais, dans la gestion de je pense que c'est le mot que tu as utilisé, de la transformation qui s'en vient, peut-être que je suis mal tombé, peut-être que moi, ce que j'ai beaucoup observé, c'est que cette transformation-là, s'il y en a une qui est gérée de façon traditionnelle, c'est celle-là. Là. On va partir, on va faire un gain, on va faire 3 formations. Ça serait une grave erreur, selon moi, Mathieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vu ça au moins 4 Moi, je roule avec une vision, j'ai une feuille de route, mettons, 6-12 mois, puis avec des idées plus claires du prochain 3 mois, puis c'est inspect and adapt, là. Je veux dire, on s'en va là. Qu'est-ce qui ça ne réagit pas comme on pensait? Il y a ça qui se passe. Il faut pivoter nos stratégies, il faut s'en remettre en action, il faut communiquer. Pour moi, c'est un programme. S'il y a un programme dans l'histoire des programmes qui a besoin d'être gouverné agilement, c'est un programme de transformation. C'est intéressant parce que souvent, le public ou les gens qui travaillent alentour de ce programme-là, s'il y en a qui ont un petit peu moins de connaissances, un petit peu moins d'expérience avec l'agilité, puis que leurs réflexes de gestion sont très Je vous donne un exemple de ça. Moi, un des longs programmes que j'ai eu la chance de contribuer dans les dernières années, on avait commencé en 2016. Puis en 2016, encore là, la première conversation, le CIO, c'est le fun. Déjà, lui, il dit, je vais en parler à ma boss, qui est la CEO. Puis tout de suite, la CEO, il dit, moi, je suis d'accord avec ton truc d'agile, mais ça ne sera pas la TI qui va l'aider. Ça va être une initiative de transformation organisationnelle. Cool. On a de se donner une condition de succès, le fun. Fait que là, on commence à jaser, on essaie d'établir le scope. Puis tu vois que la conversation était, nous allons faire nos projets en agile. On était en 2016. En 2016, mettons, moi, sur mon marché à Québec, il n'y a pas encore de safe ou de train. En 2016, non, vraiment pas. On fait du projet agile. C'est vraiment ça qu'on fait. Puis encore une fois, dans ma chaîne de valeur, hein, des fois, l'upstream de ça, non, il y a un business case qui est approuvé avec du financement. Là, on va renverser le triangle, puis on va monter un backlog, puis on va essayer de maximiser cet investissement de ce projet-là. Puis on va des fois même constituer des équipes pour ce projet-là. Fait que, bref, on part de même. 2016, OK, un projet, 2 projets. Oh, les autres, c'est des petits projets, ça. Il arrive quoi si je mets tous les projets, pour essayer de garder l'équipe stable, il arrive quoi si je mets tous les projets bout en bout dans un genre de thème stratégique qui a l'air d'être aligné avec ta planification stratégique? OK, c'est bon, ça. Puis là, au-delà de garder l'équipe stable, si on avait un écosystème stable, fait que regarde, c'est toujours les mêmes contributeurs qui gravitent autour. Puis là, pourquoi que l'équipe, elle a un PO sur le projet X, puis elle a un autre PO sur le projet Y, puis il y a 2 chargés de projet. Peut-être que s'il y avait une gouvernance stable autour de ça, ça aurait l'air de quoi? Puis tranquillement, on s'est construit un écosystème stable. Puis on a shifté d'un modèle où on voulait faire du projet agile à un modèle où on a commencé à être un peu plus dans un thinking produit, un mode de financement peut-être différent. On ne finançait plus les projets à la pièce. On demandait quand il est arrivé la planification de l'autre année, hey, si tu répartissais tes budgets en fonction de tes lignes de livraison, ça changerait quoi pour toi? Je m'en souviens toujours. Je pense que c'est la première fois que je pitchais ça, que je disais à un comité exécutif que peut-être que le mode de financement par projet c'était brisé. Il y a toujours ces moments-là où tu te dis, là, ouais, exact. Sécurité. Le badge ne marche plus. Après, il ne fait plus le bip. Sécurité. Il ne passe plus. Puis là, ils font comme, tu nous sauverais la vie.
mon Dieu, que ça serait plus simple. Ben, on l'essaye-tu? On l'essaye-tu? Tu lui dis, ben, ça coûte combien en développement logiciel par année? Bon, 20 000 jours, à peu près personne. Vous savez que peu importe ce que vous faites, ça va coûter 20 000. C'est ça le headcount sur le plancher. C'est les employés, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est un cas qu'à cause qu'on était dans un programme de transformation, on a toujours resté sur le même outcome. On voulait de la pertinence, on voulait de la fluidité de livraison, livrer plus souvent, plus target ses clients. Fait qu'on avait été capable de nommer le pourquoi. Puis les moyens pour se rendre à ce pourquoi-là, ils ont shifté en fonction d'une conversation stratégique qui est restée vivante pendant les 4 ans de ce programme de transformation-là. Fait que ce serait ma façon de rester vigilant, assurément. Autant Rick t'a amené le D-Scale sur un aspect rebelle. Je prends un autre axe qui est un peu différent de ce qu'on aborde depuis le début. T'sais. Depuis le début, on se dit, j'ai une entreprise, j'arrive, puis là, je veux simplifier, là, mais gérer mes dépendances, puis l'équipe actuelle fonctionne, puis j'arrive plus agile à travers peu importe les mécanismes que je mets alentour. Prenons-le à l'inverse, c'est j'arrive à quelque part, puis j'ai une petite équipe. Ils sont 6-7, là, mais on vient de gagner un gros contrat. Là. On vient de gagner, faut quadrupler l'équipe dans les 2 prochains mois. On n'a pas le problème de dépendance, etc. Là, mais il y a quelqu'un quelque part qui dit on veut quadrupler l'équipe. Le scaling pur, là, je pars de petit, puis je veux devenir gros. Ouais. Pas je suis déjà gros, puis je veux m'organiser. Pour moi, c'est une autre dynamique. Ouais, ben, moi, je pense totalement. Moi, ça a commencé comme ça. Les premières fois où j'ai fait du multi-équipe, c'était des projets d'envergure. Ou qu'on pourrait dire des programmes. C'était encore, tu sais, mettons. Ou même un produit d'envergure. La porte d'entrée était, on vient d'avoir un gros financement, on vient de gagner un gros contrat. Je me souviendrai peut-être de pension alimentaire, qui était quand ils ont refait le système de pension alimentaire chez Revenu Québec. Ça a duré 5 ans, 7 équipes de large. Appelle ça comme tu veux, là, un produit, un train, un projet, un programme. At the end of the day, j'ai 7 équipes de large qui vont travailler pendant 5 ans. J'espère qu'ils ne vont pas livrer juste une fois à la fin. J'espère qu'ils vont livrer et qu'ils vont corriger les bugs de ce qu'ils ont livré dans la version 2, puis que ça va rouler en mode produit. Fait que, comment tu fais ça? Le piège que j'ai vu beaucoup, puis je le vois encore, là, c'est qu'encore une fois, parce que je suis dans un modèle de planification en avant où je dis Christy, il faut que je brûle de 200 JP. Si je veux rentrer, moi, 1 million sur. Mathématiquement, là, si je veux gaspiller ou utiliser tout cet argent-là, il faut que dès lundi matin, j'ai 50 programmeurs sur le plancher. Ils ne rentrent pas 50 programmeurs sur le plancher demain matin. Les 2 architectes ne s'entendent pas. Les 2 architectes ne s'entendent pas. Fait que moi, j'étais toujours. Puis les fois que j'ai pu le faire, Mathieu, j'ai essayé que cette première équipe-là, elle soit suffisamment senior ou que là, ceux qui étaient plus dans cette architecture, qui allaient devenir peut-être mes rôles d'agilité à l'échelle, là. Peut-être le chef des PO, le chef des Scrum Masters, le chef des architectes, en tout cas, dans une structure à l'échelle, mais eux étaient une de mes premières équipes qui travaillaient en Scrum. Si ce n'est que pour leur phase de conception, pour essayer de démêler ça, puis commencer à écrire des lignes de code, puis à éliminer quelques risques, à valider quelques hypothèses, ben, si eux autres, c'est ma première équipe, je peux me permettre... Je fais du pouce sur ce que tu dis. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, parce que ça m'est arrivé souvent là, dans les dernières années d'être dans cette situation-là, c'est de mettre à même les objectifs de sprint des petites équipes, des objectifs de sprint qui vont nous permettre de commencer à gonfler. Effectivement, faire en sorte que la connaissance des systèmes, un objectif de sprint concret, là, pour que le système patate soit au moins maîtrisé par 3 team members d'ici la fin du sprint, parce qu'on sait très bien qu'on va scaler, puis qu'organiquement, l'équipe va se décomposer, puis on va aller de l'autre part, puis là, ça va monter. Se mettre des conditions, genre, tant qu'on n'a pas la capacité de rouler un pipeline de CI/CD comme du monde puis de déployer à toutes les X. On n'ajoute pas la 4e équipe parce que Saint-Ciboulot, on va choquer. Là. Je pense que c'est contexte, le fun. Là, mais... On ne fait pas assez souvent, ça. Non, je pense que c'est le 2e ou le moi, j'ai décrit dernièrement. Là, puis ça arrive des fois que je me fais « Ah, ils sont le fun. Ils sont cool. » L'équipe l'ont dit. Mais comme tu disais, JR, pour arriver dans notre burning rate de
tant de milliers de dollars, ben, c'est pas grave. Pourtant. Je t'injecte 3 équipes d'un coup. Mais pourtant, on le sait même à petite échelle, ça. Des équipes de 4-5 qui vont souvent plus vite qu'une équipe de 6-7, qu'une équipe de 7-8. C'est pas magique, ça non plus. Rentrer du monde. OK. J'ai rentre demain, là. Je rentre 20 programmeurs demain matin, là. Il faut que je les accueille, il faut que je les board, il faut qu'ils apprennent. Puis là, 20 programmeurs, là, ça va mettre de la pression sur les autres métiers. Ça me prend un gars de sécurité de plus pour 20 programmeurs de plus? Ça me prend une analyse d'affaires de plus? Non, c'est à la fin de la journée, faire travailler 200, 300 personnes sur un objectif commun, ça reste tough, là. Agile ou pas, là. Exact. Ça reste un bon exact. C'est compliqué sur une galère à ramer, là, tout en gang. Là. Exact. S'il y a quelque chose qui est assez simple à expliquer, puis assez répétitif, puis avec peu d'incertitudes, c'est quand même complexe. Fait que, imagine, dans un milieu créatif. Est-ce que je t'ai coupé 2 fois, je pense, Eric? Désolé. Non, pas du tout. Non? OK. Ça va bien. J'ai plein de questions, mais. Vas-y. Ben, côté scaling, on a fait le tour. C'est sûr que c'est pas une formation sur how to scale your organization or how to non, mais peut-être, Eric, on peut pointer les gens sur le scaling manifesto pour moi aussi. Tu sais, maintenant, ça aussi, c'est peut-être qu'on peut partir un bout là-dessus. Tu sais, mettons, Daniel San là, dans Karate Kid, là, puis le Chouari, là, tu pourrais dire à un moment donné aux gens, là, on l'avait sur la Scrum thérapie. Au début, on disait non, là, tant que vous n'avez pas livré du logiciel de qualité prod à la fin d'un sprint, tant que vous n'êtes pas done, selon ma définition de done, I'm the boss here. Puis là, tu faisais, attends un peu, là, c'est quoi ce genre de modèle-là, très telling? On n'est pas en coaching, là. C'est comme, je call les shots, puis ça marche de même. Ouais, mais là, comment ça qu'on fait des Scrum? Comme je dis des fois à mes gars, arrêtez de demander pourquoi, là. C'est juste, faites-le. Fin de la conversation. Fait que, il y a ça aussi, peut-être, à ta question du scaling framework. À un moment donné, tu te dis, OK, est-ce qu'à un moment donné, je crée un genre d'alignement, dire voici comment on va travailler, mais là, je suis tout de suite en modèle, OK, on apprend le plus vite qu'on peut apprendre de ce modèle de travail-là, mais au moins, on crée un certain alignement au début, parce que là, si je demande l'avis à tout le monde tout le temps de comment les autres pensent qu'ils devraient, là, c'est chacun l'interprétation. Lui, il a lu un livre hier, l'autre, il a lu tel blog, une excellente émission de Sprinkler qui dit qu'on devrait travailler comme ça. Bon, une autre affaire. Fait que je suis bien déchiré. C'est là que notre alignement ne fonctionne plus. Mais je suis déchiré. Peut-être pas d'hier, là. Non, exact. Je suis fondamentalement déchiré par ça, Eric. C'est tu sais, comment je trouve l'équilibre, Mathieu, que tu disais, là, entre, voici un alignement, voici en gang les règles qu'on se donne de la collectivité, là. Genre, porter le masque, faire vacciner, puis arrêter au feu rouge, mettons. Là. Un minimum de règles de base. Puis, les boys, regarde, allons-y, explorons rapidement les valeurs. Tu as fait référence au manifeste. Pas le manifeste agile, le manifeste de Scaling Manifesto. Parce que où ce que je m'en allais, c'est qu'à la fin de la journée... Tu viens de le dire, shared vision over aligned processes. Exact. Tu viens de le dire, là. Ah, oui. Ça, c'est un finger à des predefined frameworks. Là. Qui sont les auteurs over, ça ne veut pas dire, on se souvient qu'on a appris avec le premier manifesto qu'over, ça ne veut pas dire au détriment de l'autre. Ça ne veut pas dire au détriment de l'autre. Ça veut dire que j'en valorise un davantage que les autres. Et si le process... qu'un est au service de l'autre. Un est au service de l'autre, exact. Si le process me permet de créer de l'alignement et de la vision, fait que, tu sais, c'est de la même façon, tu sais, pourquoi qu'on crée un sprint planning? C'est pour essayer de créer un alignement sur une vision, un objectif commun à une équipe. Pourquoi qu'on fait de la planification à l'échelle? Moi, les gars, si ça peut durer une demi-journée à place de 2 jours, là, je suis all-in. Là. Ou une demi-heure. Mais encore une fois, si je suis obligé d'avoir 100 personnes dans une salle avec 3 couches de vice-président pour se créer de l'alignement pour le prochain 10 semaines, ben, c'est notre point de départ. C'est notre point de départ. Organic growth over predefined structures. Ouais. Oui, c'est peut-être. Je les ai relus, je vous avoue, parce que je savais que je les ai relus, puis c'en est peut-être un que je me suis dit, lui, le challenge-tu, ou lui, il vient dans mon dilemme mental de. Parce que organic growth, encore une fois, moi, je prends l'organisation dans un état X. Là. Je ne crée pas une organisation flambant neuve. Là. Tu sais, si je pouvais partir une start-up et la faire scaler, peut-être, Mathieu, le cas que tu disais, là, OK, il faut. L'organic growth, là, il est parfait. Là, mes conditions que je parlais de tantôt. Exact. Là, attends un peu, là. OK, tu as un département de ci, un département de ça, une équipe de ci, une équipe de ça. Il y a tant de millions de dollars qui descendent dans ton pipeline de livraison annuellement. Je pars de là. Fait que mais je veux. Tu peux appeler ça organic renovations. Ouais, j'aime ça.
Exact. Over a predefined structure. Même moi, ces jours-ci, il y a des exceptions, bien sûr, mais souvent, je ne vais pas arriver avec un predefined structure. Un moment donné, j'ai coaché une équipe. Écoute, la gang, là, ont commencé en dev en 83. Je ne vais pas aller leur dire quoi faire. Ils n'ont vu des RUP, puis des princes, puis des macroscopes, puis des P+, c'est égal. J'ai juste demandé qu'est-ce qu'ils voulaient faire. J'ai dit la seule contrainte, là, qu'il faut avoir du feedback rapide, c'est tout. Exact. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, la gang? C'est eux qui ont décidé, ils se sont responsabilisés, ils l'ont pris en charge. Ça ressemblait en tabarnouche à Scrum, là. Mais, Scrum, c'est niaiseux, Scrum. Mais c'est eux. Puis on l'a fait grandir. On l'a fait grandir peu à peu. Je suis pas arrivé avec mes bottines, puis mon manifeste, ou mon Scrum, puis dire whatever, puis vous allez faire ça maintenant. Exact. On était peut-être même trop Scrum des fois au début. Hein? Ça, c'est la fois que j'ai appris avec Kanban. Kanban est moins intrusif. Start with what you do now. Start with what you do now. Mais encore une fois, si chaque équipe fait cette réflexion-là, le risque que je cours, c'est que j'ai plein d'équipes agiles, mais je n'ai pas d'interaction agile entre les équipes, puis je ne gagne pas en performance bout en bout. C'est l'autre qui arrive en dessous, l'autre. L'autre, tu vas l'aimer. Oui, mais qui vient répondre pour moi. High Performing Organization, exact. Et là, Over High Performing Teams. Et là, je travaille peut-être plus aussi, des fois, avec les équipes de middle management que les équipes planchées, moi, dans les dernières années. Puis, un des messages que j'ai pour eux, c'est, on dit à vos gens de devenir des équipes agiles. Mais les gens de ces équipes-là, souvent, les équipes de gestion, là, tu vas les trouver, c'est là qu'ils se matchent sur la structure fonctionnelle. Fait que le comité de direction de telle direction, machin. Moi, je fais que non. Si vous êtes un comité directeur d'un programme, qu'est-ce que ça ferait si vous deveniez une équipe de direction du programme, mettons? Si vous autres, si vous étiez une équipe. Puis vous autres, si vous aviez... que vous collaborez, là, pas que vous... Genre, que vous ayez... Puis vous soyez... Mais moi, je veux savoir... C'est assez intéressant, autant que... Encore une fois, je parlais de QA versus Dev, tu sais. Au début, je cherche, OK, mais fais-moi un RACI. Là. Tu t'attends à quoi de moi comme QA? Tu t'attends à quoi de moi comme Dev? Dis-moi, c'est pas tout à fait comme ça va fonctionner. Là. Mets tes skills au milieu de la table, puis on va collaborer ensemble, puis on va s'entraider, puis on va atteindre un objectif commun, tu sais. Mais j'ai la même conversation de gestion. J'ai des vice-présidents qui me disent, OK, mais mon imputabilité à moi, c'est quoi? Je dis, mais si tu étais co-imputable de ton partner, ça faisait quoi? Si ton VP à côté de toi, là, imagine que tu partais une business avec lui, là. Tu vas te demander c'est qui est imputable de quoi? Vous allez juste ensemble essayer de faire de quoi? C'est tough, ça franchir des silos au niveau du management. C'est vraiment tough. Ça m'apparaît tough de réconcilier shared vision over aligned processes et l'autre valeur, high performing organization over high performing team. C'est comme, aïe, c'est lequel des deux que je prends aujourd'hui? La réponse vient par le shared vision. C'est la vision globale qui est partagée. Puis je comprends mon produit, mes streams de valeur, etc. Moi, en tant qu'équipe, mettons, si je vais chercher le High Performing Organization over High Performing Teams, moi, en tant qu'équipe, si je la comprends, la vision, je vais faire « Hey, savez-vous quoi? J'accepte de ralentir pour être au service de l'autre équipe là-bas qui, si je contribue un petit peu à leur livrable, je ne sais pas quoi. » Dans le Greater Good, ceux qui sont en amont, il faut qu'ils trouvent une façon. Dans supporting principes sont là, la décentralisation au plus bas possible. Mais le plus bas possible, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui appartient à l'équipe? Qu'est-ce qui appartient à un middle management? Qu'est-ce qui appartient à un top exécutif là-dedans? Comment je peux décentraliser? Moi, j'aime bien je travaille beaucoup avec l'expression décentraliser de façon sécuritaire. Pour qu'il y ait de l'auto-organisation, de l'empowerment, ça prend des balises. Fait qu'on met une cadence, on met des ressources financières, ressources matérielles et on donne un objectif. Puis j'aime ça expliquer Scrum aux gestionnaires sur l'angle de gestion, comment c'est des outils de gestion. Je veux dire, Scrum, c'est OK, les gens que j'ai besoin, un objectif, un sous-objectif priorisé, une boîte de temps pour se montrer si on est capable de faire un pas ensemble puis si on mène à quelque chose, inspecte and adapt. Fait que c'est exactement ça que j'amène à l'échelle. Quand je suis obligé de l'amener à l'échelle, c'est exactement ça. Mais ça me prend une cadence commune, ça me prend une rencontre. On dit, gang, ensemble, c'est ça le bout qu'il faut qu'on fasse ensemble. Ah, ouais, il faut qu'on fasse ça. Mais moi, attends, si toi, tu fais ça, moi, je suis poigné avec ça. Puis là, le butinage des abeilles pendant les 2 jours de planification à l'échelle, c'est pour essayer de donner du sens, de la vision qu'on vient de leur communiquer, pour que l'équipe d'équipe se fasse un plan et s'engage à ce plan-là du mieux qu'ils peuvent avec l'information qu'ils ont à ce moment-là. Elle a dit, Mathieu?
Avec la fin, ça a moins rapport, mais quand tu Oui. dis... Moi aussi, j'avais dit de quoi à dire, mais JR, il est allé là-bas. Ça a quoi rapport, mon intervention? Moi, y aller, puis au pire, on closera la parenthèse aussi. Puis quand tu as parlé je ne me rappelle plus le mot que tu as dit, mais sécuritaire. Là, délégation sécuritaire. Délégation sécuritaire. L'image qui m'est venue en tête, c'était David Marquette avec son... Il est dans un sous-marin atomique. Ouais. Là, ouais, exact. L'aspect sécuritaire, là, c'est bien le fun. Là, mettons, nous, worst case, là, on fait la pire job de coach du monde, là, puis on fait perdre 15 millions une entreprise. Ouais. On est vraiment épale. Même là, ça ne sera pas tant que ça la faute du coach. Il y a quelqu'un qui va nous avoir payé pour ça. Il faut se forcer quelque chose à rare. Exact. Non, mais tu sais, j'y vais là, ça va pas bien. Lui, il crée une guerre atomique entre les Russes. Ou il échappe une torpille, mettons. Là. Ou il échappe une torpille. L'item sécurité est comme vachement plus important. Malgré tout, je ne sentais pas que la notion de délégation sécuritaire, ça ne partait pas dans sa tête de lui qui délègue un pouvoir jusqu'au plus loin qu'il sent que l'élastique peut s'étirer. Je le voyais complètement à l'inverse. Quand tu l'as dit, je fais OK, ouais, je vais essayer de réconcilier ça dans ma tête. J'ai l'impression que... Une évolution aussi. Là. Ouais, il y a son échelle d'évolution. Hein? Il part de I'll tell you what to do jusqu'à Tell me what you've been doing. Exact. Puis il doit gagner confiance en ces gens au fil de ce processus-là. Tu sais, la notion de confiance, parce que la délégation va reposer sur la confiance, ça se gagne. Tu sais, si on revient aussi à notre expérience commune, tu disais les premiers sprints, je ne sais pas si tu te souviens, cette première expérience-là Scrum en 2005, Éric, qu'on a fait ensemble chez ce client-là. Le premier sprint, il y a comme 2-3 bugs à la démo. Il est dans nos bobettes pas mal, puis il s'inquiète. Sprint 2, on livre. Sprint 3, on livre. Sprint 4, on livre. Sprint 7, on mange des toasts le matin. C'est ça, c'est un Scrum, ça, les gars? C'est exactement un Scrum, ça. Tu parles de la compagnie d'assurance, là? Oui, exact. Mais lui, on a vu que la confiance s'est établie. Ouais. Le Scrum, encore là, ou la cadence puis les petites livraisons courtes ont permis d'établir cette confiance-là qui fait qu'à un moment donné, OK, j'ai confiance. Donc, je suis peut-être moins anxieux, je suis moins inquiet. Ça reste des gens qui sont ultimement imputables. Hein? C'est pas simple de déléguer et de faire confiance dans sa zone d'imputabilité. C'est pas simple. J'en compte encore des histoires hein, d'un fameux sprint review, puis qu'on a eu un truncated field exception. Oui, exact. C'est ça le sprinter, je pense. Exact. Ouais. Pendant le review. Pendant le review. Du premier sprint, mettons, du premier sprint de l'histoire de cette compagnie-là, là, en 2005, mettons. Puis, ça fonctionnait dans notre environnement à nous, mais quand on l'a mis sur le serveur de pré-prod, il n'y avait pas les mêmes patchs pour la BD. Puis on avait un truncated field exception. Hey, je m'en souviens, ça fait longtemps de ça. C'est parce que ça m'a fait chier. C'est peut-être cette expérience-là qui a fait en sorte que les 4-5 sprints après, vous avez été golden. Fail fast. Fail fast. Ouch! Ça m'a fait mal. Ça n'arrivera plus. Puis là, vous rentrez direct dans le gros changement culturel. En tout cas, avec moi, j'essaie de nommer du mieux que je peux. C'est Monsieur le vice-président, si tu te plantes, si tu changes d'idée, si tu n'as pas l'air en contrôle de tes dossiers, il se passe quoi? Tu rencontres ta boss dans l'ascenseur, tu peux-tu lui dire ah, mon Dieu, je n'étais pas au courant de ça, je vais aller voir avec l'équipe demain matin. Il se passe quoi si tu réponds ça? Comment tu es perçu? Fait que c'est pas simple. C'est pas simple passer d'un mode predict and plan à un mode sense and respond. Et moi, l'intervention que je voulais faire il y a à peu près une demi-heure. Je voulais surtout informer Jean-René que tu parles à deux personnes qui rêvent de passer de l'auto-organisation à l'autogestion. Où les gens décident de leur salaire, décident de qui embauche, qui vont congédier, et tout, l'organisation opale, là, essentiellement. Là. Et que oui, on a Mathieu, je vais parler pour moi, je ne veux pas te mettre dans le même panier. J'ai mon étoile du Nord, là, puis je dis, qu'est-ce qui pourrait potentiellement nous approcher de ça? C'est sûr que les premiers exercices qu'on fait, c'est aussi qui est quand même populaire, qui est quand même assez sécuritaire, c'est les self-selection. C'est bien encadré, ça fonctionne bien. Puis, touche du bois jusqu'à maintenant, c'est cool. Ça va bien. Mais juste ça peut laisser des traces. Pardon? Je dis juste ça peut laisser des traces dans l'organisation. Tu peux avoir qui sont extrêmement pas à l'aise de ça. J'ai des gens, mettons, des fois des départements RH qui me disent Colin, votre histoire d'agile, je devrais voir ce que j'entends dans mon bureau quand le monde démissionne. Là,
Oui, exact, oui. exact. Mais moi, ça me dit aussi... C'est sûr que de prendre des responsabilités pour certaines personnes, c'est très angoissant. C'est juste dire ce que l'autre me dit de faire. Ça enlève tout le stress. Puis si j'ai un échec, c'est pas grave, je peux blâmer l'autre. Donc, me mettre dans une position de responsabilisation à la Christopher Avery, c'est un gros défi. C'est pas facile pour tout le monde. Peut-être un peu plus naturel pour des entrepreneurs comme moi et Mathieu, parce que j'imagine qu'on s'est parti en business parce qu'on aime ça. On aime ça prendre des responsabilités. Mais pour d'autres, c'est très inconfortable. Puis comment nous, on peut faire comme coach pour créer un environnement où c'est pas si pire que ça. C'est valable. C'est bien. Mais c'est quoi la prochaine étape, par contre? Puis comment éviter que l'auto-organisation devienne de l'auto-désorganisation? C'est comme si moi, mentalement, pour tendre vers de l'autogestion, encore une fois, moi, mon contexte à moi, c'est de la compagnie d'assurance, c'est du gouvernement, c'est de la grande entreprise. Il y a tellement de marches. On va marcher 5 km avant de pouvoir être un Ironman. C'est comme si j'ai un côté très pragmatique qui fait que je reste bien dans le concret de ce qui est possible souvent avec les clients. C'est pour ça que j'aime bien des fois faire un petit saut dans des plus petites organisations qui peuvent se permettre d'explorer peut-être certaines pratiques managériales. Oui, comme Mathieu, c'est entre deux grosses organisations. Oui, un peu ce que tu me parlais, Mathieu, tantôt. Exactement. Ouais. Un peu plus de PME. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ah oui. Assurément. Oui. On n'a pas parlé de la dernière valeur. Team Empowered Responsibility over Organizational Policies. Fait que over, encore une fois, davantage que... Mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi le just enough? Est-ce que les politiques sont au service de créer des équipes empowered, pour utiliser un anglicisme, responsables? Exact. Et là, c'est ce qui fait que je trouve que aussi la deuxième, troisième vague d'agilité est plus transformationnelle que la première. Parce que comme je dis, on s'en sortait une équipe agile, un projet agile. Mais là, je veux passer à l'autre marche. Là, j'ai besoin que ma structure organisationnelle suive, que mes politiques RH suivent, que mon modèle de financement et de gouvernance suive. Fait que pour que nos politiques organisationnelles soient au service de l'organisation des gens, ça aussi, c'est un chiffre. Que ce soit, je me souviens, Éric, Mathieu, il y a des slides que je flippais quand j'étais plus jeune dans ma carrière que je pense que je ne réalisais pas. On disait comme le modèle de récompense ou le reward system. Le reward system. Mettons que j'ai ça dans une slide, moi, en 2007. Là. Je clique vite. Je n'ai pas envie d'avoir de questions là-dessus. Là. J'essaye juste de faire une équipe Scrum. Là, steak, blé d'Inde, patate. Là. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme je veux devenir une organisation agile. Je vais là, OK, on va les regarder, tes politiques. Les évaluations annuelles. Encore une fois, c'est quoi le just good enough? Dans le principe, c'est écrit là. Le minimum viable. Aim for minimally viable bureaucracy and nothing more. Yeah. Fait que ça en prend. Ça en prend juste assez. Ça en prend qui sont au service des gens. Puis ça en prend qui sont en amélioration continue, puis qui s'adaptent, puis qui s'ajustent. Exact. Mais ça fait partie des choses qu'on va vouloir tranquillement, pas vite, éliminer. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il y en a 3222 policies. Là. Puis, Éric, tu disais que comme coach, on se connecte avec nos clients. Là. Je ne sais pas si tu fais ça aussi. Fait, at the end of the day, ma première cliente, quand j'y avais dit, je disais le cas qu'à un moment donné, on disait quand on met le projet tout ensemble, ça pourrait être un thème. Bien, on pourrait appeler ça un train de livraison, un programme. C'est pas ça un programme, ça ne marche pas de même. C'est pas vrai qu'on va faire des programmes agiles. Ah. OK. Je reviendrai à la charge au bon moment en gardant le nez sur les outcomes. Mais voici les risques de ne pas atteindre des outcomes si on continue de même. Mais at the end of the day, tu vas jusqu'où le client est capable d'aller et a envie d'aller. Parce que si tu te désalignes, tu te déconnectes de ton client. Tu peux plier, mais à un moment donné, il risque de péter à un moment donné. Exact. Puis des fois, c'est un autre coach, 6 mois, 1 an plus tard, qui va dire essentiellement la même chose de façon un peu différente. Puis là, c'est correct, c'est parfait. Oui, puis mon côté, des fois, j'ai un collègue, entre autres, je disais ça dernièrement, j'ai dit, lui, mettons, dans son profil psychométrique, il est peut-être plus visionnaire que moi. Là. Moi, j'ai un profil très pragmatique. Fait que lui, c'est souvent lui qui est le premier qui pousse, puis qui est plus audacieux, puis qui passe des affaires. Fait que moi, comme toi, tu es le premier qui rentre dans le bois, qui abat les arbres. Tu sors du bois avec de la graphine, avec plein de graphine. Moi, je passe en arrière, je mets de l'asphalte, je mets des lampadaires, le monde applaudisse. Mais je suis très conscient que
que tu as fait un, ouais, exact, que t'as fait un sale travail l'année avant moi, mettons. Parce que c'est vrai, comment de fois que ça arrive, ça, que. C'est correct. Ben oui, ben oui, Ah ouais, ben ouais. oui, ben oui. Écoute, disons, là, il y a des beaux regards qui parlaient du Scrum bien avant que nous on en parlait. Puis, La première fois que François a parlé de culture dans une conférence, puis je m'en souviens, ma cliente m'a dit, mais il se prend pour qui pour challenger notre culture organisationnelle? Puis c'est quoi le rapport avec la culture puis mon équipe de programmeurs, tu sais? Ouais. Il n'y a personne aujourd'hui qui questionnerait ça, là. Alors, c'est common sense aujourd'hui. Là. Ouais, Exact. Fait quoi, François, c'était 5 ans comme faux en avant. Là. Puis, le Manifeste Agile, il y a eu 20 ans, il n'y a pas longtemps. Oui, oui, oui. Les prochains 20 ans, ça ressemble à quoi, Jer? Qui sait? Disruption, 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 disruption. Vitesse, innovation, guerre du talent. Fait que, tu sais, à un moment donné, la pression, elle vient. C'est ça aussi, tu sais, empower, autogestion, tu sais, il y a ça qui est arrivé aussi, là, les milléniaux, il y a un air du temps qui est différent de la façon que tu respondes. J'ai encore, moi, je faisais tantôt par référence mon équipe mainframe. Il y en a qui haïssent pas ça, que le chef d'équipe lui dise exactement quoi. Puis ça marche bien. Là. Parce qu'eux aussi sont moins dans la disruption, ils ont moins besoin de s'ajuster vite puis d'être créatifs, d'être innovants. Fait que moi, je pense que les prochains 20 ans, je ne sais pas si le mot agile va tenir, mais je pense qu'il tient dans son essence de être agile, ça veut dire s'adapter en continu, être capable de pivoter, tourner sur un dizaine. Moi, j'ai le sentiment que ça va être dans la même catégorie que Lean. Hein? Oui. Lean, c'est depuis les années 1800, je me trompe pas. Oui, mais les deux, on le voit de plus en plus, les deux utilisent ensemble. Nos amis de Safe, entre autres, en fait, sont même des fois plus Lean. Là. C'est du Lean Portfolio Management. Là. Ils n'utilisent même pas le mot agile là-dedans. Là. It sounds good. Mettez-en des buzzwords, on va en vendre des certifs. En parlant, tu as parlé de guerre des talents et des trucs comme ça, qui va peut-être être la raison pour laquelle la gestion de changement, la culture va prendre de plus en plus d'importance, puis que tu sais, la partie de droite là, dans le manifeste, le over, qui des fois peut être un peu rock'n'roll pour certaines personnes, bien, la main visible du marché, bon, j'ai l'air d'un néolibéral, je ne comprends pas tant comme ça, va venir balancer un petit peu parce que des talents, puis de langue, c'est pas facile, puis tu sais, d'entrée de jeu, tu disais, ton body peut aller travailler à Toronto ou à distance, etc., ou à Amsterdam. Puis il y a des pans d'entreprises, il y a des entreprises qui vont... Des secteurs d'industrie qui vont subir de la disruption tellement plus que d'autres. Là. C'est pas fini, ça. Ben non, c'est pas fini, ça. Oui. Ça va être avec du AI et le data. Je pense que le data va être très... C'est le pétrole on va peut-être de maintenant. On va peut-être être plus fact-based. Fait que, moi, si le client me dit, mettons, je veux gagner en vitesse sur ma chaîne de valeur bout en bout, j'ai pas envie d'avoir une conversation philosophique avec lui sur laquelle façon, que ça devienne une conversation, mon agile est plus gros que le tien. Hein? C'est un thème que j'avais déjà. C'est une vieille conférence. Que j'avais déjà exploré. Exact. Ça va être plus, regarde-les ton authentique. On va essayer de le réduire. On est un peu plus fact-based, je pense, dans notre approche au changement, à la transformation avec la possibilité. On voit là, tous les outils qui nous permettent de mesurer peut-être plus efficacement justement les tantiques, ces machins-là, je pense vont devenir assez populaires aussi. J'ai réservé le nom Nimble. OK. Ça va venir. Oui. On le voit déjà. Nimble Transformation. Oui, on dit qu'une organisation soit plus nimble. Puis moi, bien sûr, ce genre de mots, il faut que j'aille traduire. Exact, fait nimble. Ah, OK, ils disent agile. Comme quand ils sont mis à dire DevOps, avant de dire, mettons, ce qui est agile à l'échelle, ou après dans le même temps, le monde dit, moi, je ne fais pas de l'agile, je fais du DevOps. OK. Cool. Good. Et où ton développeur? Ah non, les développeurs, c'est l'autre équipe. OK, donc c'est pas du DevOps. C'est du Ops. Exact. Souvent, c'est les départements opérationnels qui se sont auto-proclamés DevOps, mais il n'y a pas de développeurs là-dedans. Ils se mettent à faire du Kubernetes et de l'automatisation un peu. C'est cool, c'est du DevOps. Le modèle, tous les software as a service dans le cloud aussi changent beaucoup la façon de se provisionner en logiciel versus en développer. Hein. Ça change aussi chez mes clients, le modèle de provisionnement des solutions. Je sais pas, tu dis, OK, attends un peu, là, tu t'aides-tu dans ton agile, toi, là, en ayant autant de fournisseurs, autant de dépendances, tu crées des dépendances. Si tu penses que tu as une dépendance forte envers ton équipe de DBA, là,
Là, tu viens de t'acheter ton système de mission, tu viens de te l'acheter chez un fournisseur. Là, tu viens de te créer une petite dépendance sympathique. Là. On va peut-être finalement avoir du UML exécutable. Et on va revenir à ça. Il y avait le langage de un- 4e génération. Il y avait un temps, c'était ça la Lexting. On faisait des diagrammes UML, puis c'est ça qu'on exécutait. Ouais. Never happened. Non. Quand je suis rentré, j'ai fait un bout de chez Oracle, moi, dans ma carrière. Puis quand je suis rentré chez Oracle, c'était le passage un peu, là, justement, du Forms puis du Oracle Designer, c'est ça. Là, c'est du langage de 4e génération. Puis quand ils sont passés au Java Oracle, les collègues qui étaient autour de moi, là, ils disaient, si on revient en arrière, comment ça qu'il faut réécrire du code de même? Est-ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne comprenaient pas le genre de retour arrière que c'était. C'est jamais arrivé. L'UML exécutable, c'est non. Trop complexe, trop. Écoute, en tout cas, qui sait ce qui va nous arriver chez. C'est ce qui me fait toute stratégie sur 3-5 ans. D'un jour, on va dire Siri, je veux une application qui gère les courtiers immobiliers dans un contexte. Exact. Ou en fait, Siri va avoir réalisé que peut-être ça serait intéressant, puis on va faire regarde, je viens de coder quelque chose qui a disturbé ton marché du courtier immobilier. Puis je l'ai fait, puis il marche. Fait que voilà. Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que moi, personnellement, comment je vois l'évolution là-dedans, je me dis que je vais rester impliqué en performance organisationnelle. Je reste à. Parce que le terme, ça serait, mais il va falloir être plus efficient. Efficient, ça veut dire maximum de valeur. Les bonnes choses. Les bonnes choses au bon moment, en gardant nos gens énergisés. Je pense que c'est très fondamental, à moins que même si ça change. Parce qu'à un moment donné, on va nous dire les gens énergisés, c'est plus si grave parce que c'est des robots qui progressent. Peut-être que ça pourrait prendre des drôles de tangents. Donc, restons en inspect and adapt nous-mêmes pour s'ajuster à mesure que les modèles de performance évoluent. Il me semble que ça sonne comme une conclusion. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Je n'ai pas trop regardé le timing. 9h08, effectivement, ça ressemble à ça. Ça sonnait comme un bel atterrissage d'avion tranquille. Si on résume, là, puis ce qui est écrit sur ta porte ou ton mur en arrière, là, fait que c'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est un contexte qui permet à une petite équipe d'être autonome, auto-organiser, voire auto-gérer, gérer ses trucs, gagner en efficacité, s'améliorer de façon continue, livrer la valeur qu'elle est supposée livrer. Ou plusieurs petites équipes. Ou plusieurs petites équipes, exactement. Plusieurs petites équipes. Puis si jamais je suis obligé, encore une fois, moi personnellement, quand je suis obligé de synchroniser une centaine de personnes ensemble, j'essaie de rendre visible là, mon backlog de descaling, mettons, le descaling framework, on essaie de le rendre visible et de voir qu'est-ce qu'on peut arbitrer. J'ai un premier client qui m'a challengé parce que je suis toujours, moi, dans essaie de descaler. C'est le premier qui m'a dit, mais moi ce que j'ai appris à travailler sur une plus grosse équipe d'équipes, d'avoir une capacité de 100, c'est que j'ai développé dans la dernière année beaucoup de multidisciplinarité. Puis maintenant, je suis capable de pivoter pour ma ligne d'affaires. Je suis capable de pivoter des capacités aussi. J'ai toujours trouvé que c'était une promesse où tu dis, OK, je prends l'équipe B, puis je la mets sur un autre produit demain matin parce que c'est là que je veux investir. Je fais comme, attends un peu, là, ça me semble. Il y a pivot, puis il y a pivot. Là. Change donc une carte dans le backlog à la place. On pourrait considérer ça comme un pivot. Là. Mais lui, c'est le premier qui me disait, écoute, Jean-René, moi, j'en veux pas tant que ça des plus petits trains. J'ai appris à maîtriser mon gros train, puis là, j'ai gagné en multidisciplinarité, puis je commence à être capable d'offrir à ma ligne d'affaires une capacité de pivot comme je n'avais jamais été capable avant. J'étais comme, OK, interesting. Tant mieux. Interesting. Absolument. Puis si les gens qui veulent en savoir plus, on te rejoint comment, si c'est possible? J'ai des questions. Là. Oui, je pense que c'est LinkedIn qui est toujours là. C'est tellement facile. Effectivement, ça me fait toujours plaisir. Faites-moi un coucou. Une demande de connexion. Puis, écoute, on pourra se trouver de temps et échanger sur vos problématiques d'agilité à l'échelle ou d'agilité organisationnelle. Ça va me faire bien plaisir. Monsieur Rousseau. Messieurs. Merci beaucoup, JR. Merci à vous. Très généreux. Bonne fête de soirée. Merci beaucoup. Merci. Salut, bye. Ouais.